L'école tue-t-elle la créativité? Mais qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Cette chanson populaire, dénonçant de façon amusante le ras-le-bol plutôt enfantin de l'école, a malgré elle poussé son auteur à faire preuve de créativité. Qu'est-ce que la créativité d'après vous? Selon la pensée populaire, on peut trouver qu'elle réside en la capacité à avoir des idées originales qui ont de la valeur. On peut dire que c'est l'imagination propre à chacun. Mais cette créativité serait-elle tuée par l'école? Tuée, le mot est fort. C'est-à-dire que l'anéantissement de l'esprit créatif serait-il la finalité volontaire ou involontaire de l'école? Car oui, la mort est une finalité. Tout d'abord, lorsque l'on parle de la créativité liée à l'école, on peut évoquer la pensée divergente. Savez-vous ce que c'est que la pensée divergente? La pensée divergente est le fait de chercher plusieurs solutions à un même problème ou à une même réponse, ne demandant pas spécialement de créativité. On peut aussi dire qu'il s'agit de penser en dehors de la boîte. C'est le concept de out of the box. La pensée divergente s'oppose à la pensée convergente qui exprime la capacité à donner la réponse correcte parmi une multitude de questions standardisées. C'est celle qui est la plus privilégiée dans notre système éducatif actuel car elle vise à avoir un raisonnement linéaire. Attention, la pensée divergente n'est pas la créativité, mais cependant, elle est essentielle pour celle-ci. Une étude sur le long terme a été menée par l'auteur et expert en éducation nationale Ken Robinson sur la pensée divergente et sur des élèves de maternelle où on leur présentait un test très simple. On leur montrait un trombone et à partir de ce trombone, ils devaient imaginer le plus de solutions possibles pour ce même objet. 98% des élèves de maternelle étaient considérés comme des génies de la pensée divergente, avec plus de 200 solutions pour un même objet. 5 ans plus tard, à 8 et 10 ans, 50% seulement réussissaient le test avec autant de succès. Puis, 5 ans de plus, une majorité peinait à atteindre les 20 solutions. Ces résultats peuvent être mis en relation avec le fait que tous ces élèves soient allés à l'école. Mais l'école n'est pas la seule fautive. Picasso nous disait que dans chaque enfant, il y a un artiste. Mais le problème, c'est de rester cet artiste en grandissant. Cette comparaison est intéressante avec l'art qui décroît chez l'enfant à la manière de la créativité qui diminue en grandissant, au fur et à mesure que l'enfant se fasse éduquer. En s'intéressant à l'école actuelle, on peut aussi s'intéresser à l'école du temps d'avant. En effet, à l'époque de France Gall, celle des jeudis et des dimanches libres, comme on peut l'entendre dans sa chanson Sacré Charlemagne, les filles, auparavant, à l'école apprenaient à coudre, et les garçons à bricoler. On peut donc penser que l'esprit créatif était plus travaillé. De nos jours, les programmes scolaires sont imposés aux professeurs et ne peuvent être modulés, adaptés pour chaque élève en fonction de ses difficultés. Ces programmes scolaires empêchent donc les enseignants d'inspirer la créativité chez leur public, qui n'est d'ailleurs pas toujours réceptif. Car oui, inspirer cette créativité est d'après moi fondamental. À notre époque où nous sommes entourés de technologies. En effet, si nous ne voulons pas être remplacés par ces technologies qui savent mieux calculer que nous, mieux mémoriser que nous, il est essentiel pour se démarquer d'avoir cet esprit innovant. C'est pourquoi certains enseignants ont essayé, par divers moyens inventifs, de transmettre des notions avec la musique, avec des raps par exemple. En effet, nous classons les enfants par leur âge, comme si leur seul facteur commun était leur année de fabrication.
Prenons le cas des filières générales, où nous sommes triés en 3 types de profils, littéraire, économique et scientifique. En effet, j'ai déjà vu certains élèves qui sont bien meilleurs que d'autres en certaines matières, malgré qu'ils soient plus jeunes. Ou encore qui préfèrent travailler en petits groupes, plutôt qu'en grande classe. D'autres préfèrent la matinée que l'après-midi. Enfin, les filières technologiques, où la créativité est plus présente, sont cependant moins mises en avant dans le contexte actuel. C'est pourquoi, maintenant, je m'adresse à vous. Pensez-vous que l'école a tué votre créativité ? Alors, on va poser la première question. Nous ne connaissons pas, je ne vous connais pas. Et je voulais tout simplement savoir de quelle manière vous exprimeriez votre créativité si elle n'était pas brimée, voire tuée par grand nombre. Ce n'est pas une question méchante. À vrai dire, je pense que la créativité de nos jours la créativité peut très bien être exprimée à travers de nouvelles technologies. Par exemple, des sites internet ou d'autres choses, où on a pu voir ces dernières années des enseignants faire des cours plus ou moins spéciaux. Ou aussi d'autres pédagogies, parfois plus libres, nous permettent d'exprimer cette créativité. Un domaine qui vous intéresse? La vidéo, les arts, la musique. Être créatif, c'est créer. Alors qu'est-ce que vous créeriez si vous avez essayé libre de ça? Moi, personnellement, j'aurais tendance à, au lieu de, par exemple, copier le cours à la maison et après de faire des exercices en soi, d'inverser cette méthode et ainsi d'avoir les cours par des capsules vidéo et en classe, là où on peut avoir des problèmes sur les exercices, de faire ces exercices avec ses professeurs pour éventuellement leur poser des questions. Bien, une deuxième question. Est-ce que créer, c'est nécessairement innover? On est d'accord qu'on est dans un concours d'éloquence et j'ai bien conscience que le niveau est déjà très haut, donc je suis persuadée que vous êtes capable de répondre à cette question. Si on reprend le dictionnaire, créer est associé à cette idée d'innovation. Après, il y a justement une différence avec créer, c'est juste l'idée. Innover, c'est quand une idée est déjà réalisée et concrète. Être créatif, ce n'est pas forcément utile, justement. C'est des idées qui ont de la valeur, mais qui ne sont pas forcément menées à aboutir. D'accord, donc créer n'a pas nécessairement une rentabilité, alors qu'innover, oui. Innover, ça fait plus référence à une idée qui est déjà concrète et qui peut éventuellement fonctionner. Créatif, c'est vraiment la première étape. Merci. Alcy, tu es dans une série scientifique. Est-ce que tu déplores l'absence de cette créativité dans ta série scientifique? Personnellement, je trouve que la créativité pourrait être plus exprimée. Mais après, c'est vrai qu'avec la réforme actuelle, j'attends de voir ce qui va changer justement pour les futurs premiers. Moi, j'ai juste une question.
Alors, j'ai pas compris. C'est moi ou est-ce que ta position, c'est que l'école là-dessus ou à la créativité? Plutôt oui. Enfin, elle contribue à cette perte de gratuité. Là, il y a l'école. En préférence exposée. On disait que c'était une preuve de créativité. Bah, c'est vrai que la préparation de cet exposé m'a poussé justement à avoir différentes pédagogies. Et donc, oui, d'après moi, je pense avoir fait preuve de créativité. Et donc, du coup, dernière question. Donc, du coup, finalement, c'est en opposition avec la défendue pendant 6 minutes. Et du coup, dernière question, cette créativité dont tu as fait preuve, est-elle liée à l'école ou à toi? Là, comme ça veut dire, par hors contexte, enfin, ce n'est pas, c'est pas vraiment avec l'école, je pense que c'est plus lié à moi, personnellement. Mais l'école a pu m'aider justement à avoir un point de référence pour comparer ces différentes pédagogies, et notamment l'école avec la création. Du coup, la créativité intrinsèque, évidemment, c'est par l'école, là, c'est pour ça que ceux qui essaient de commencer l'étude, justement, avec ce n'est pas tous les élèves qui perdent cette créativité. Je disais que, justement, 10 ans plus tard que les maternelles, mais non, c'était 5 ans plus tard, avec les 10 ans, 50% réussissent ces tests, mais ça ne veut pas dire 100%. Enfin, c'est pas tout l'ensemble. Cher jury, dans un monde où le vintage n'a jamais été aussi vendu et on nous apprend que la mode est un éternel recommencement, comment dire que ce n'était pas mieux avant? Devant vous, je l'affirme, ce n'était pas mieux avant. Avant, nous n'avions qu'une seule étoile sur notre beau maillot de bain. Avant, les filtres Snapchat n'avaient pas encore fait leur apparition. Bien que ça, c'était finalement pas si mal. Non, plus sérieusement, que diraient ces femmes d'avant? Marie Curie, brillante physicienne, qui a obtenu 2 prix Nobel. Elle endura un calvaire parce que telle ou telle presse belliqueuse l'accusèrent d'avoir un amant. Que diraient ces femmes? Vos arrière-grand-mères, oui, ces femmes que vous avez peut-être connues et qui n'avaient pas le droit de voter. Que diraient les hommes et les femmes qui se sont battus et sont morts pour préserver nos valeurs? Quand maintenant, se battre pour nos valeurs, c'est brûler des lycées pour, selon les dires de certains, avoir plus de frites à la cantine. Avant, les révoltes et manifestations populaires ne se réglaient pas à jet de gaz lacrymogène, mais à tir de canon. Observez le domaine du médical. Lorsqu'on se demandait encore combien d'enfants il faudrait mettre au monde pour en voir grandir au moins 2 ou 3. Allez dire aux potentielles victimes de la rage que Pasteur a sauvé que c'était mieux avant. De même, allez expliquer à une personne homosexuelle que sa vie était meilleure avant l'acceptation tardive de sa condition. Comment dire c'était mieux avant, quand on sait qu'avant, pour être grand, il fallait être blanc? Comment dire c'était mieux avant, lorsqu'on nous a appris qu'avant, c'était travailler ou mourir? Comment dire c'était mieux avant, lorsqu'on a un tant soit peu lu les livres d'histoire, pour savoir qu'avant, les dirigeants ne s'appelaient pas Poutine, Merkel et Salvini, mais Staline, Hitler et Mussolini? Comment dire c'était mieux avant, quand on sait que nos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, et j'en passe, ont connu la guerre? Aujourd'hui, si vous tapez sur Internet cause de mortalité dans le monde, vous vous rendrez compte que la plus faible concerne la violence et la guerre. Avant, était-on réellement informés? Combien de personnes ont réussi à entendre le général de Gaulle le 18 juin 1940 sur les antennes de la BBC? Combien de temps a-t-il fallu au front arrière pour savoir que l'armistice était signé le 11 novembre? Certes, aujourd'hui,
Nos médias et autres réseaux sociaux sont inondés de fake news. Mais au moins, il y a des médias. N'est-ce pas là aussi en partie leur faute pour qu'on ose venir nous dire que c'était mieux avant? N'est-ce pas eux qui, à longueur de journée, font naître en vous la peur de vivre l'actualité? Ne vous est-il jamais arrivé, à vous et à vos proches, maintenant plus que jamais, de vous dire, ce soir, je n'allumerai pas la télé, demain, je n'achèterai pas le journal? Certes, aujourd'hui, la réalité est féroce. Cette réalité féroce, on veut nous la faire vivre, on veut nous l'imposer. C'est donc pour ça que les médias, aujourd'hui, nous font dire que non, ce n'était pas mieux avant. Néanmoins, je dois admettre que cette pensée de la nostalgie d'antan, elle nous permet une chose: penser au quotidien, à vouloir nous réinventer, à améliorer ce qui est améliorable, à changer ce qui est changeable, et à supprimer ce qui doit être supprimé. Pour finir, dire que c'était mieux avant, n'est-ce pas dire que nous, les jeunes, ne sommes pas à la hauteur des défis actuels? N'est-ce pas dire que nous ne saurons pas faire du monde d'aujourd'hui et de demain un monde meilleur? Moi, je refuse de penser ainsi. Je ne m'attarde pas sur le passé, je regarde vers l'avenir. Merci. Par rapport à c'était mieux avant. Maintenant, moi, je pense que les revendications actuelles, c'est pas forcément pour dire que c'était mieux avant. C'est dire que maintenant, ça ne va plus et qu'il faut changer les choses. Mais pour moi, c'est pas pour comparer avec avant, c'est tout simplement pour dire que maintenant, on veut autre chose. Parce que maintenant, selon les Gilets jaunes et tous ceux qui font ces blocages, ces actions, etc., leur idée, eux, c'est de dire notre condition actuelle, elle n'est pas bonne. Et donc, il faut agir maintenant, mais pas pour essayer de faire revenir les choses comme elles étaient avant, mais bel et bien pour avoir une idée de progrès et donc de continuation. Rien à voir avec l'actualité, et puis rien à voir si avoir aussi une avec la thématique du chat. Parfois, nous entendons sur les profs que c'était mieux avant. Alors, on a au niveau mathématique. Mais, en ce qui concerne l'orthographe, comment est-ce qu'on pourrait trouver des solutions pour dire finalement ça sera mieux demain à ce sujet? Donc, comment pourrait-on améliorer les lacunes des élèves en orthographe? Lacune, imprécision. Alors, la question est honnêtement, moi je pense que ces lacunes, certes, elles sont bel et bien présentes, mais peut-être qu'elles étaient moins présentes avant chez nos grands-parents. Peut-être que c'est vrai, nos grands-parents connaissaient tous les fleuves de France, ils connaissaient tous les départements par cœur, mais c'est pas pour ça que notre génération a pour autant moins de connaissances. Je pense qu'aujourd'hui, nos connaissances se sont diversifiées et ces lacunes dont vous ne faites pas, moi je pense que ça s'est transformé en de nouvelles capacités. Honnêtement, peut-être qu'aujourd'hui on est évidemment moins calé sur des choses comme l'orthographe qui est pas banale et importante, mais aujourd'hui un jeune il va plus s'intéresser peut-être à l'actualité des réseaux sociaux, il va plus s'intéresser au cinéma parce qu'on va lui offrir des plateformes comme Netflix ou je ne sais pas, des trucs faciles à regarder. Il va peut-être plus être ouvert à la culture et avoir plus de connaissances que finalement quelqu'un avant qui est resté chez lui et qui, pour apprendre plus, n'avait que ses leçons et ses cours d'école. Ah, je l'espère. Léopold te dit dans ton exposé que regretter le temps d'avant, c'était finalement pour vous, la jeunesse, ne pas être à la hauteur des défis à venir. Et pour toi? J'ai pas dit ça. Quel est le premier défi à relever, d'après toi, pour vous? Pour la jeunesse, oui. Alors, pour moi, le premier défi à relever, c'est d'abord de créer une société idéale et parfaite. C'est peut-être une utopie, mais essayer de faire en sorte que les inégalités soient moins présentes, peut-être, entre les personnes, et au moins
tout le moins remettre que ces inégalités sont bel et bien présentes, essayer de satisfaire la population. Parce qu'on voit actuellement qu'il y a un vrai désordre entre les classes sociales. Je reprends un peu ce qu'on fait en cours, hein, finalement. Merci de poser cette question. Alors, je t'interromps de suite. Est-ce que les inégalités sont nécessairement injustes? Non, je ne pense pas que ce soit nécessairement injuste parce que les inégalités elles peuvent être présentes, mais parfois on peut mériter ces inégalités parce que justement on n'a pas bien travaillé à l'école, parce que on n'a pas réussi à mettre en œuvre son talent pour atteindre la voie qui faisait en sorte qu'on était épanoui. Et parfois on se dit insatisfait parce que nous a donné la vie. On se dit victime d'inégalités, mais au final on est victime que de ses propres erreurs. Donc, une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez, comment vous analysez l'omniprésence dans les médias de ceux que l'on présente comme des nouveaux réacs? Je pense à Philippe Kraut, Michel Onfray, Xavier Lévy, Eric Zemmour, qui eux développent des discours dans lesquels ils insistent sur le fait que c'était mieux avant. Alors pourquoi cette omniprésence? Et qu'est-ce que vous diriez à l'un des représentants de ce courant si vous l'aviez face à vous, pour le convaincre qu'il se trompe? Votre question avec impatience, monsieur Marc. Alors, honnêtement, je pense que c'est Alain Finkielkraut, comme Zemmour, etc., sont des personnes très bien pensantes qui mettent la tête sur les épaules pour la plupart, bien que Eric Zemmour, c'est discutable. Je pense que ces personnes-là sont des personnes qui sont nées dans ce système où justement, on regrettait la période des 30 Glorieuses, on regrettait les fastes d'antan. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut évoluer. Et ils sont peut-être trop restés sur d'anciens clivages qui font que maintenant leur pensée est dépassée. Après, si j'étais face à une de ces personnes, je lui dirais de s'adapter et de mettre au service de la société et de l'évolution son intelligence et sa meilleure conscience. Ça doit bien être. Merci. Les repas de famille sont indigènes. Déjà, pour commencer, il faut essayer de comprendre la question. Excusez-moi, je recommence. Que veut dire indigeste dans cette question? Est-ce que c'est à cause des plats ou est-ce que c'est à cause de l'échange de paroles qu'il y a eu pendant la famille? Pour ça, je vais vous proposer deux scènes pour répondre à cette question. Imaginez une scène. Les gens sont autour de la table, grande et ronde, avec des plats fabuleux devant chacun d'eux. C'est un moment convivial. On commence à déguster tous les plats, plein de saveurs, et à profiter d'un moment heureux, plein de joie. Puis votre oncle Gérard commente les nouvelles réformes du président de la République. C'est alors que le grand-père répond tout naturellement qu'il est en désaccord avec son fils. Le débat commence. Et tous les membres de la famille s'engagent dans cette discussion. Les esprits s'échauffent, le rythme devient plus dynamique, les paroles s'échangent de façon plus rapide, les arguments se développent, et finalement tout le monde expose son point de vue dans une énorme cacophonie. Les plus jeunes admirent les aînés et observent leur comportement, mais ils apprennent également de manière subtile et indirecte à manier les arguments et les contre-arguments. Ils assimilent une partie de l'information qui arrive à leurs oreilles, retiennent ce qui leur semble intéressant et se forment à partir de là le début d'une opinion personnelle. La discussion se termine, tout le monde continue de sourire et on passe au dessert. Un magnifique gâteau au chocolat cuisiné par grand-mère qui annonce une indigestion certaine. Quand le repas se termine, d'autres sujets sont abordés, aussi importants. On gardera ce repas un souvenir heureux, celui d'un moment familial, édifiant, plaisant et délicieux, et finalement pas si indigeste que cela. Maintenant, prenons une autre scène. Il y a toujours les mêmes gens autour de la table. Toujours grandes, toujours fins, et toujours les mêmes plats fabuleux. Cependant,
L'ambiance est lourde, étouffante, personne ne sourit. Certains ont le regard qui se perd au-dessus des porcelaines de chats et de chiens de grand-mère qu'elle aime tant. Certains chuchotent. Ils sont venus assister au fameux repas de famille organisé par grand-mère, un peu convaincant et pour le faire plaisir. Le repas commence sans bruit, hormis le bruit des couverts qui tintent contre des assiettes. Puis, tante Jocelyne décide de faire une petite remarque sur un thème un peu sensible. Et là, c'est l'explosion. Tout le monde se met à crier dans tous les sens ou dans un autre. On ne comprend plus rien. Les arguments volent dans tous les sens. La conversation s'emballe, les opinions fusent, les idées s'expriment de façon excessive. Chacun cherche à imposer son point de vue et finalement, plus personne s'écoute. Les plus jeunes, ils observent, ne disent rien, ne comprennent pas ce qui se passe et cherchent à deviner le sens de la conversation. Puis ils réfléchissent, ils scrutent les gens du regard, apprennent comment ils se comportent, tentent de deviner la personnalité de chacun de ces convives et reconnaissent le caractère de leurs amis. Ces grands-mères désespérées qui mettent pas en conflit. Tout le monde se tait, mais elles restent présentes à ce Ouf, un son gâteau arrive sur la table et fait diversion. On le savoure, on le dévore comme en un éclair, sans qu'un seul mot ne sorte des bouches trop occupées à mastiquer. Le repas est fini. Et les invités partent petit à petit. Les au revoir sont froids. On ne gardera pas un souvenir mémorable. Oncle Jean et grand-père se sont encore disputés. Votre mère et votre tante se sont encore pris la tête pour un rien, ressassant les vieilles histoires du passé. C'était chaud, comme on dit, peu agréable et fatigant. Cependant, si l'on veut rester positif, nous dirons que ce repas était intense. Et même dans les situations les plus tendues, il nous a été possible d'apprendre quelque chose. Ajoutons que les plats étaient délicieux, cuisinés avec amour, d'une légèreté extrême, facilitant la digestion. Les deux scènes précédentes ont le même cadre, un repas de famille, mais leur déroulement était totalement différent. Un repas joyeux quand l'autre était les plus. Les conclusions que l'on peut en tirer de ces deux repas ne sont pas les mêmes. Et pourtant, aucun d'eux n'a été indigeste. Bien sûr, on pourra toujours dire que la cuisine de grand-mère n'est pas indigeste. Mais que pense-t-on alors des paroles échangées? Sont-elles faciles à digérer? Eh bien, dans les deux cas, et à ma grande surprise, je dirais que oui. Et pourquoi? Si la deuxième scène était plus difficile à vivre, elle n'était pas pour autant indigeste. Bien au contraire, on pourrait dire avec un peu d'indulgence qu'il est toujours possible d'apprendre quelque chose d'utile au cours de ces repas, qu'il s'agisse du comportement des personnes, de leur caractère, de leur personnalité, ou encore apprendre à cerner les relations d'un désaccord ou d'une dispute. Ainsi, pourrait-on dire, d'un repas même épouvantable qu'il est possible d'en tirer une leçon instructive pour soi. Allons, ne te laissons pas, encore un effort, toujours le même cas. C'est ce même bon vieux repas de famille, et celui-ci se déroule de façon ordinaire, emmaillé de conversations banales, même égayées de bons petits repas, et quelques questions profondes comme comment s'est passée ta journée, et des réponses tout aussi profondes, très bien merci. Faisant que le repas se termine sans joute oratoire ou discussion passionnée. Je vous l'avoue, peu de choses excitantes pendant ce genre de repas. Il est vrai que le bilan peut paraître morne et sans relief. Mais est-il indigeste pour autant? Non. Car avant ce repas, on a pris soin d'évoquer des sujets que chacun voulait aborder, expurgeant ainsi les différences. Les contradictions pour nous permettre de nous concentrer sur le plaisir de vivre et d'être ensemble. Il se peut que les esprits continuent à préparer des questions qui viendront alimenter les repas futurs. Mais rien ne viendra troubler ce moment de bonheur. Un repas simple n'est donc pas indigeste. Voilà, c'est l'heure de la conclusion, celle qui finalement tentera d'expliquer que l'indigestion dépend avant tout de notre état d'esprit, plus que du comportement des autres. Et qu'avec un peu de bienveillance et d'à-propos, tous les repas peuvent être digérés avec profit. Bah, c'est pas tout, mais moi, il faut que je file, j'ai un repas de famille. Alors, je vais commencer. En t'écoutant, je me posais une question. Est-ce que finalement, la digestion ne dépend-elle pas, finalement, du service porcelaine, ou est-ce en plastique?
forcerait une discussion de qualité qui permet d'être productif et instructif, qui permet à soi-même d'apprendre quelque chose de ces discussions. Et par plastique, et au contraire, pas du tout, justement contre-productif, qui n'apporte rien à la personne. Je pense pas vraiment que ça devrait être des différentes discussions. Je pense vraiment que c'est chacun en fait. On a la capacité d'apprendre et d'assimiler les choses par rapport à ce qu'on dit. Donc dans les repas de famille, quand soit on est heureux, soit on est content, on en tire quand même une bonne chose. Et quand il se passe des choses, des histoires qui sont plus terribles, qui sont pas vraiment agréables à vivre, je pense qu'on peut quand même tirer une autre sorte de leçon. Et ça, c'est ce qui apporte le bien par la. D'accord, donc ça veut dire quel que soit le lieu, quel que soit le lieu, quel que soit le service, quel que soit le repas qui est servi, la digestion de la personne. Justement, c'est pas ça indigeste. C'est vraiment on peut vraiment apprendre. En fait, je pense vraiment que dans la vie, on peut sentir le son de tout. Du coup, dans les repas de famille, je pense que pas prendre le type de repas. Merci. Alors, l'idée ici, c'est de connecter votre présentation à la précédente. La question est simple, les repas de famille, c'était mieux avant. Alors, le repas de famille, c'était mieux avant. Justement, moi, je ne pense pas que c'était mieux avant, parce qu'avant, il y avait, par rapport aux familles et tout ça, il y avait des interdictions de parler pendant les repas de famille, justement pour pas parler de thèmes sensibles comme religion, politique, tous ces sujets. Et maintenant, aujourd'hui, on n'a pas vraiment peur de parler de ça avec notre famille. Au contraire, justement, parce qu'on est avec notre famille, on va en parler plus librement, sans vraiment se faire juger, se faire agresser par l'autre. Donc aujourd'hui, on peut vraiment avoir en fait une politique plus bonne. Et que penser de ces repas de famille où tu as plusieurs membres, le papa, la maman, certains enfants, cousins, etc., et qui finalement ont leur yeux rivés sur leur smartphone? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup de repas de famille, surtout chez les plus jeunes, qui vont toujours penser que de toute façon, ça m'intéresse pas ce que les adultes. Moi, je préfère être avec mes copains. Après, je trouve que c'est vraiment regrettable parce que sur les enfants, autant on peut avoir plein d'informations. Après, si on ne les partage pas avec quelqu'un en face de nous, avec qui on peut partager notre opinion et qui peut justement nous éveiller ou nous apporter plus de connaissances, c'est dommage vraiment d'être sur son smartphone pour avoir de la famille qui est supposée être un moment de partage. Donc tu ne le fais pas? Ah, moi je suis jamais sur mon smartphone. Jamais. Dans les repas de famille, pourquoi est-il un repas? Un repas et la famille. Dans sa famille, sans faire de repas, alors pourquoi par rapport au repas de famille, quel est le rôle du repas? Il y a un rôle, c'est lequel? C'est justement le rôle d'un repas.
Je pense que le rôle de repas de famille, vraiment, déjà, c'est pas dans toutes les familles de repas de famille. Il y a beaucoup de familles qui aiment bien réunir toute la famille pour vraiment parler, rester en contact avec des personnes qu'on n'a jamais vues, enfin qu'on ne voit pas souvent. Et après, maintenir aussi ces anciennes relations et aussi voir un peu comment on est la famille, tout ça. Et c'est vraiment un moment pour profiter qui est fait pour que tout le monde soit réuni à un même endroit et manger, discuter. Et c'est pour la personne quand même important de savoir qu'il y a un nombre de personnes qui sont contenues et qui peuvent. Je pense que le repas de famille, c'est un rôle. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect si on regarde, il peut y avoir cette conciliation aussi. Vous avez évoqué la région de ceux qui s'échauffent. Ah, le gâteau pour alors si c'est au moment du repas, après, quand on sait qu'on va manger et tout ça, on est toujours un peu plus content que quand on mange pas et c'est vraiment une espèce de réunion où il n'y a rien, on va juste étaler notre opinion. Alors le repas de famille, ça peut un peu aussi atténuer toutes les envies de crier, de faciliter, et parfois ça va. Bonsoir à tous. Je suis un petit peu intimidée ce soir parce que je crois que c'est vraiment d'avoir participé. Je sois de mon mieux pour un meilleur sujet. Déjà, qu'est-ce que cette question en fait? C'était mieux avant. Ah oui, juste, excuse-moi, je veux juste te spécifier que par c'était mieux avant, je n'entends pas comme Léopold l'époque d'avant, mais notre enfance. C'était mieux avant. C'est quoi cette époque en fait? C'est quand on parle. Je pense honnêtement que ça dépend des personnes, mais on va définir entre 6 et 11 enfants, les bien des enfants. Ce que je vous propose, c'est de comparer 2 journées. La journée d'un enfant et la journée d'un adolescent. De tous les adolescents, il me semble des jeunes adultes. Un enfant, il est élevé par papa ou maman avec tendresse et amour. Il est habillé par ses parents, il a un petit déjeuner tout préparé pour lui, il est emmené à l'école par ses parents, il retrouve ses amis où il joue des figures à Pet Shop ou à Pokémon. Il va en cours, il apprend une table de multiplication et l'orthographe. Ensuite, la journée se déroule tranquillement, il rentre chez lui emmené par ses parents et prend un bon goûter, travaille 10 minutes et s'amuse, profite de la vie. Maintenant, comparons avec la journée d'un adolescent. C'est difficile parce qu'il me semble qu'on a tous des vies différentes, mais je vais essayer de faire des généralités. Un adolescent, ça prend au moins 20 minutes pour se réveiller, juste pour se préparer mentalement à la longue journée de devoir suivre le jour même. Donc évidemment pas le temps de prendre un petit déjeuner. En cours, on prend le bus, le vélo, ce que vous voulez, souvent dans le froid. On arrive à l'école, on retrouve sa bande d'amis qui sont là, et on essaie de ne pas dire n'importe quoi en suivant les actualités pour histoire de ne pas se tirer de la langue. On va en cours, on apprend les lecteurs, les théorèmes de Thalès ou encore les genres littéraires chez Molière au XVIIe siècle. 1 heure pour manger, et ensuite encore des cours longs et fatigants. Puis on rentre chez nous tout seul. On fait 2 heures de travail, histoire de exercer ce que les professeurs nous demandent, et on se couche à minuit, 1h du matin, la plupart d'entre nous, histoire de se prendre un petit peu, de passer du bon temps, pour essayer de profiter de la vie. Vous pensez peut-être que je suis un peu pessimiste par mon enfant, mais quand je regarde dans le déjeuner, ça ressemble un petit peu à ça, malheureusement. Alors je suis qu'en seconde, donc je ne sais pas comment ça va se passer pour les suites. Mais...
quand j'entends ma petite sœur dire oh Thaïs, j'aimerais tellement être grande comme toi, ça a l'air super, je me dis mais pourquoi? Pourquoi? Il y a deux choses qui viennent à l'esprit, parce qu'il faut essayer de comprendre les gens. Est-ce que c'est être indépendant? À ce que je sache, on vit tous encore chez nos parents, donc c'est pas vraiment ce que j'appelle l'indépendance. Et parce qu'on a des téléphones, est-ce que c'est ça qui est bien d'être grand? Est-ce que on a accès aux nouvelles technologies? Ça peut être bien, mais en même temps, je me dis, est-ce que devoir tout le temps répondre à des notifications sur mon téléphone, est-ce que c'est vraiment une sorte de liberté? Est-ce que toujours devoir répondre à des amis sur tous les réseaux sociaux, c'est vraiment être indépendant? Bon, maintenant, est-ce que vous, quand vous voyez les petits bouts de chou, vous savez, je passe dans la cour de loin, est-ce que vous vous dites jamais que j'aimerais bien retourner à cette époque-là, quand je n'avais aucun souci, quand j'avais aucun problème, quand tout était plus facile? Et ça, c'est extrêmement important parce que cette pensée, elle veut tout dire. Parce que c'est quoi ces soucis? C'est quoi ces problèmes qu'on a? C'est le travail, tout le travail qu'on doit fournir, qu'on n'avait pas du tout quand on était enfant. La vie sociale qu'on va toujours entretenir. Je pense qu'à notre connaissance, on commence à comprendre un petit peu les rouages et les fonctionnements, et on se rend compte que c'est plus difficile que ce qu'on croyait. Et il y a ensuite autre chose d'encore plus important. Un enfant, qu'est-ce que ça pense? Qu'est-ce que ça croit en fait? Ça pense au Père Noël, des souris, au conte de fées en fait. Qu'un enfant croit que ses parents sont géniaux, qu'il va tout devenir astronaute, princesse en passant par fabricant de bonbons, et que son entourage est bon et bienveillant. Et quand on devient adolescent, qu'est-ce qui se passe? Et bien on réalise que tout ce qu'on imaginait quand on était enfant est faux. On découvre les disputes entre les parents, que les contes de fées n'existent pas, malheureusement. Le problème du travail, nous on est majoritairement concernés, étant donné qu'on va devoir travailler et encore travailler afin d'avoir un salaire correct, parce que le monde du travail se termine de plus en plus. On découvre aussi la guerre, les atrocités, que la planète se meurt. On apprend aussi à s'habiller différemment, à parler différemment et à vivre différemment. Et ça, ce phénomène, c'est dû à quoi? C'est dû à la connaissance. Et je viens de répéter par rapport à ça à Adam et Ève. Les enfants, c'est un petit peu comme s'ils étaient dans le jardin d'Éden, tranquillement, tout est magnifique. Et quand ils grandissent, ils sont sortis de ce jardin, ils sont confrontés à la vérité. Et ce phénomène de réalisation dont j'ai parlé il y a quelques secondes, est-ce que c'est pas aussi ce qu'on appelle la puberté? C'est au moment où on réalise toutes les responsabilités qu'on va pouvoir acquérir quand on va grandir, qui sont lourdes, et que tous les rêves qu'on avait avant sont quasiment irréalisables. Peut-être que dans l'assemblée, il y en a qui détestent les enfants. Parce que, je sais pas, ça pleure, ça crie, c'est insupportable. Mais eux, ils s'en fichent comme ça. Ils s'en fichent d'embarrasser le monde, de l'embêter, ils s'en fichent complètement. Eux, il est juste pour eux, en fait. Juste pour être tranquille dans leur vie, pour s'amuser, pour profiter. C'est tout. Et ça, c'est très très important. Parce que la société, je pense, nous demande d'oublier ça. Je pense que la société nous demande d'oublier qu'on peut vivre pour nous et qu'on peut vivre toujours en espérant. Et ça, c'est qu'on se perd. La plupart d'entre nous, nous perdons. C'est ça aussi qu'on appelle la dépression. Les adolescents, pour dépressifs, gothiques, je sais pas. C'est quelque part, hein. C'est pas un mythe. Et on oublie nos rêves aussi. Et c'est le point culminant de mon discours. Je pense que nombre d'entre nous avons abandonné nos rêves. Quand je vois mes camarades de classe en seconde qui se disent mes parents voudraient que je fasse avocat, médecin, architecte, c'est un petit peu cliché, mais c'est la réalité. Alors que moi, j'aimerais faire graphiste, dessinateur. Enfin, je vais écouter mes parents. Et pourquoi? Je vais écouter la société parce que c'est mieux d'être architecte,
Pourquoi c'est mieux? Et tous là, vous avez un enfant en vous. Il est toujours là et il attend. Il attend que vous vous réveillez. Il attend vraiment que vous réalisez que vous faites une grosse erreur. Et moi aussi, je l'ai fait parfois. Sauf que j'ai eu de la chance parce que ma mère, elle a toujours eu un espoir dans l'humanité. Et elle m'a fait réaliser que je peux vraiment réaliser mes rêves moi aussi. J'ai eu de la chance de l'avoir et j'aimerais vous le partager. J'aimerais vous partager ça pour tous. Si je vous demande, évidemment, c'est pas d'agir comme des enfants. Vous n'allez pas crier dans la rue comme ça. Mais un enfant, d'abord, ça a un cœur pur. Et un cœur pur, on l'a tous, c'est qu'on est sali maintenant. Et on peut tous se laver, je vous le promets. Vous pouvez tous vous laver. Promis. Vous pouvez tous vous laver. Et je vous le conseille fortement. Parce que c'est à cause de personnes qui ont tout abandonné pour la société ou pour leurs parents que le monde va mal, que la société ne va plus du tout. C'est à cause de ça. Et je veux revenir à mon thème en disant qu'avant, on avait espoir en nous. On avait confiance en nous. Et maintenant, moi je pas de moi. J'ai peur pour aujourd'hui. Ce que je vous conseille, ce que je conseille à toute l'humanité, c'est de retrouver sa foi d'avant. Parce que c'était mieux avant, quand on était des enfants, et qu'on croyait en tout. Quels sont d'après toi les clés de fait un dispose pour savoir son propre avenir et c'est aussi le meilleur avenir qui évalue chacun d'entre nous. Je pense que déjà, il faudrait essayer de revenir en arrière et de voir, de se souvenir des rêves qu'on avait avant. Évidemment, si on voulait devenir princesse, c'est un peu compliqué, mais ce que je veux dire, c'est essayer de comprendre comment fonctionne un enfant et comment est-ce qu'il a cette foi incroyable dans son avenir. Essayer de retrouver confiance, de retrouver la confiance et de choisir ce qui vous plaît vraiment, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer comme un enfant. Il ne réalise pas, mais c'est ça son comportement. Il est toujours plein d'énergie, toujours en général. Je pense que les principales Bien, j'ai cru avoir compris qu'en grandissant, on perdait ses rêves. Pas tous. Pas tous. Alors je vais poser la question. Quelle perception tu avais de personnes comme l'abbé Pierre, comme Gandhi, comme Mère Teresa? Est-ce qu'ils ont perdu leurs rêves? Non. Enfin, ils n'avaient pas les mêmes rêves quand ils étaient enfants, peut-être que vous aussi, là, j'ai kiffé. Il y a quelque chose d'aussi énorme. Il s'est inventé un autre rêve qui le passionnait comme quand il était enfant, qui lui donnait envie de soulever du fond, Oui, je pense vraiment que ces personnes ont vécu un autre rêve, mais qui l'ont réalisé comme un enfant, en le faisant au maximum, jusqu'au bout, et bien qu'ils le font. Alors, on ne peut pas, je crois, ne pas penser au petit prince de Saint-Exupéry. Je crois que c'est difficile. On ne peut pas penser à ce livre, notamment à cette citation de Saint-Exupéry. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je pense que vous connaissez ce livre, que vous avez lu, évidemment. J'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez de cette société de consommation qui vise à priver peut-être les enfants de leur enfance
Parce que dès l'âge de 10 ans, il faut porter des baskets Nike, avoir un smartphone, peut-être une page Facebook sans autorisation des parents. Est-ce qu'il n'y a pas ici cette volonté consciente de priver cet enfant justement de cet enthousiasme qu'il peut avoir en faisant déjà un consommateur? Je comprends votre question. Ce que vous demandez, c'est est-ce que je pense que notre société de consommation tue les rêves des enfants? C'est la question, oui. On empêche les enfants d'être réellement des enfants. C'est peut-être un petit peu extrémiste parce qu'il y a beaucoup de publicité qui passe à la télévision sur les enfants, sur aussi l'acceptation du soi, sur notre futur, mais en partie oui, parce que oui, je pense qu'en partie notre société nous prive de beaucoup de choses qu'on avait avant. Pour rentrer dans des mœurs, dans des moules qui sont beaucoup plus faciles pour tout le monde à avoir. C'est très difficile d'accepter des gens qui je sais pas, qui sont particuliers, mais simplement parce que eux, ils sont conservés dans les enfants. C'est beaucoup plus facile que tout le monde soit pareil, et ainsi induire les gens pour la consommation à acheter les mêmes choses, à vivre de la même manière. C'est plus facile pour le gouvernement de gérer des personnes qui sont similaires plutôt que des personnes qui sont des électrons libres, qui pensent par elles-mêmes et qui ont une grande volonté. Merci. Lorsque Thomas Edison était enfant, il se fit renvoyer de son école, étant traité d'hyperactif stupide parce qu'il était trop curieux. C'est donc en s'éduquant chez lui, avec sa mère, que Thomas Edison put développer son esprit à la créativité et devenir plus tard le génie que nous connaissons tous. C'est donc parce qu'il était différent que l'école ne lui donna pas sa chance. Aujourd'hui, la situation n'a pas changé. On nous formate à penser et à agir d'une certaine façon, d'appliquer les méthodes et les formules, ou encore de s'habiller d'une manière particulière. Nous sommes mis dans des cases et on nous dit qu'elles nous permettront de trouver un emploi. On essaie donc de s'y plier. Dans notre âge charnière, pour l'avenir et la construction de soi, la différence est mal vue et le conformisme encouragé. Être trop bon en cours nous fait gagner le droit d'être traité d'intello. On doit être populaire. Mais si cette popularité dont tout le monde a déjà entendu parler, cette popularité est mesurée avec le nombre d'amis, de followers sur les réseaux sociaux. Et lorsque l'on s'habille différemment, notre style est extravagant. On est celui ou celle qui s'habille bizarrement. Le regard des autres nous tétanise, et les méchancetés chuchotées qui parviennent à nos oreilles nous crient de nous ranger dans la norme. Alors, face au jugement de nos camarades ou des adultes qui nous entourent, quelle place y a-t-il pour la créativité? Mais les inventeurs, les grands penseurs, les mathématiciens, les artistes pensent autrement. Combien de personnes ont dit à Léonard de Vinci que son invention de la machine volante était une idée irréalisable? Ou combien dirent à Picasso que le cubisme n'était pas esthétique et que jamais il ne perdurerait? Pourtant, aujourd'hui, les hélicoptères volent au-dessus de nos têtes et permettent de sauver des vies et de gagner des combats. Et je vous mets au défi de trouver quelqu'un dans cette salle qui n'a jamais vu un seul tableau de Picasso. C'est grâce à la créativité et à un brin de génie que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir l'électricité, Internet, les voitures et toutes les œuvres d'art. La créativité mène à l'innovation, transforme les sociétés, incite à réfléchir et à s'interroger. Tout le monde connaît le nom de ces audacieux, ces meneurs, ceux qui ont dédié leur vie à l'inventivité. Et nous nous en souvenons parce qu'ils ont été des agents déterminants de ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce, dans beaucoup de domaines. En sciences, sans eux, qui aurait été assez fou pour déclarer que la Terre est ronde? Comment la théorie de l'évolution ne serait-elle parvenue? En littérature, qui aurait dénoncé l'esclavage en évitant la censure? Qui aurait écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Dans le domaine technologique, qui aurait inventé les machines à vapeur et les moteurs à explosion? Vous percevez donc qu'il est important que la créativité foisonne et que l'imagination soit encouragée. Enfant, nous sommes capables de tout imaginer, de tout concevoir et de rêver de folie. Mais on nous dit de ne pas faire certains métiers ou certaines activités.
On gaspille les talents et l'imagination des enfants en leur disant qu'ils ne peuvent devenir quelqu'un que s'ils apprennent leurs leçons, vont à l'école et sont bons enfants. À cause de l'éducation trop homogène que nous recevons, les élèves perdent leur créativité. Et ceux qui la gardent pensent qu'ils sont mauvais, car les matières dans lesquelles ils excellent ne sont pas valorisées ou sont catégorisées comme pas importantes. Outre les options qui sont la seule manifestation de notre libre arbitre, tous les élèves doivent se plier aux mêmes méthodes et aux mêmes programmes. Parce que l'éducation est censée nous mener à un futur qui aurait été impossible à atteindre sans elle. Donc aujourd'hui, on ne croit plus à tout ça. On ne croit plus à nos rêves d'enfants. On n'a plus cette créativité sans limite. Nous sommes éduqués pour construire notre futur, aller au plus haut dans nos études. Parce que comment avoir de la créativité quand tout ce qui importe est d'apprendre, d'ingurgiter des informations, quand le plus important sont des notes qui sont censées nous représenter, et quand l'excellence semble être la seule garantie dans l'avenir. Quand on reste assis sur une chaise durant 12 ans, pour quelques heures d'épreuve et un papier nous félicitant de notre diplôme qui définira le reste de notre existence. Je suis en section littéraire. Je pense que tout le monde ici a déjà entendu, voire dit, que les L ne feront pas d'études, n'auront pas de métier. Et c'est parce que nous sommes différents, parce que la majorité vont dans les matières scientifiques qui sont considérées comme l'élite. Alors beaucoup renoncent à cela, à cause des peurs de l'avenir et des réactions des autres. Ces exemples, comme beaucoup d'autres, montrent qu'en un sens, l'école tue une notion essentielle, la créativité, un élément déterminant du développement de soi, le moteur de l'innovation du jour. Merci. Alors, est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a une série, c'est la dernière promotion, est-ce qu'il y a une série plus créative qu'une autre, et est-ce que tu penses faire partie de la série la plus créative? Alors, il y a un nombre incroyable de séries aujourd'hui. Il n'y a pas que la L, la ES et la S. Il y a aussi l'art, il y a la STMG, il y a beaucoup de séries. Et elles sont toutes créatives en leur temps, parce que la créativité ne se résume pas forcément à, comme beaucoup ici l'imaginent, à peindre des tableaux ou écrire des textes. Alors on peut être créatif en créant, en innovant. En S, toutes nos connaissances peuvent nous aider, comme les connaissances en histoire ou en anglais peuvent nous aider à être créatifs. Je ne pense pas qu'il y ait de filières plus créatives, enfin, qui permettent plus de créativité que les autres, mais je pense que dans certaines filières, la créativité est plus mise en avant. Celui qui a créé l'école a fait preuve de créativité. Alors, je pense que quand on a créé l'école, c'était à l'époque extrêmement novateur. C'était très créatif, on voulait éduquer les autres et leur permettre de penser par eux-mêmes. C'était quelque chose de totalement novateur. Donc je pense qu'effectivement, il a fait preuve de créativité en voulant donner aux autres la possibilité de penser, la possibilité de créer ou de réfléchir. Je pense qu'effectivement, il a fait preuve de créativité. Par rapport à ce que vous pourquoi tu as créé l'école? Le lycée, par exemple. Alors le lycée a été créé pour permettre une éducation philosophique. Les gens y allaient pour s'éduquer, pour apprendre à réfléchir et apprendre l'art de la rhétorique. Et ils y allaient également pour faire du sport, pour s'instruire physiquement également. Donc le lycée comme l'école, comme toutes les institutions dans lesquelles nous allons, ont été créées pour nous permettre de réfléchir, pour nous permettre d'avoir une avenir. Alors moi, je vais reprendre une phrase que j'ai entendue. Le plus important, ce sont les notes. Sous-entendu, l'école, donc, tue la créativité. Alors moi, je pose la question suivante. Qui exerce véritablement ce dictat de la note? L'école ou vous, les élèves? Je pense que le système éducatif, aujourd'hui dans lequel nous sommes en France, impose ces dictats. Parce qu'il faut être bon, il faut être excellent pour rentrer dans des écoles, pour faire médecine,
pour rentrer dans des écoles d'art, il faut être excellent. Alors les professeurs nous poussent à devenir excellents, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Être bon quelque part ne devrait jamais être mauvais. Mais je pense que c'est un cercle vertueux où les professeurs poussent à devenir excellents, les élèves tentent donc de le devenir, et en étant entourés de personnes qui essayent d'être meilleures, ça nous donne cette envie d'être meilleurs. Je pense qu'il n'y a pas un seul fautif. Je pense que tout... Et alors, si vous apportiez quelques éléments pour réformer le lycée, pour permettre l'expression de la créativité de chacun, quels seraient-ils ces éléments? Alors, il y a plusieurs choses que je pourrais faire si j'en avais le pouvoir. Par exemple, faire en sorte que les matières où la créativité peut s'exprimer réellement, comme la musique, la technologie ou les arts plastiques, soient réellement mises en valeur. C'est souvent des matières qui sont considérées comme des matières de création. Ou oh, c'est cool, on a une œuvre d'art plastique, on va pouvoir juste dessiner et ne rien faire, alors qu'en soi, c'est très important. Ce sont des matières très importantes. Je permettrai aussi d'avoir des débats. Ici, le concours d'éloquence, c'est très bien, ça permet de s'exprimer, de réfléchir. Et avoir des débats en cours est toujours très intéressant. Malheureusement, on ne peut pas en avoir souvent. Mais ce sont des choses que j'instaurerai parce que je trouve que c'est important. Cher jury, cher public, excusez d'abord mon panurgisme, je n'étais pas au courant qu'il fallait s'habiller correctement. Bien, alors, à la question, c'était mieux avant, j'ai d'abord compris qu'il fallait la traiter en deux parties, car elle peut être défendue dans deux sens, affirmation ou négation. J'ai d'abord commencé par définir l'avant. L'avant marque un éloignement du point de départ, c'est l'antonyme de l'arrière. L'avant montre un passage de l'après. J'ai d'abord dit que cela remettait en cause la notion de progrès. Mais alors pour définir le progrès, je l'ai défini par le changement d'état qui consiste à un passage à son degré supérieur. La notion de progrès en général, nous l'avons vu au travers de notre histoire, à travers la résolution des maladies. Par exemple, la variole ou la tuberculose tuait de nombreuses personnes. Maintenant, ces maladies sont éradiquées, les moyens de transport ont évolué, les inégalités, malgré qu'elles soient encore présentes, sont dans un sens beaucoup moindre à notre époque. D'un point de vue scientifique, nous sommes passés d'Homo erectus à homme de Néandertal jusqu'à Homo sapiens, homme sage. Nous avons évolué anatomiquement, physiquement. Charles Darwin dira d'ailleurs dans une de ses théories, la théorie de l'évolution, la Terre a été peu à peu colonisée par les plantes, des organismes unicellulaires qui, de mutation en mutation, ont évolué vers des êtres plus complexes, les animaux, dont l'homme. L'évolution se fait par sélection naturelle. Ce sont les animaux les plus adaptés à leur milieu qui survivent. Ce sont donc eux qui auront plus de chances de se reproduire et donc de transmettre leurs gènes. Un animal qui aura une anomalie génétique, par exemple, plus de poils que ses congénères, aura plus de chances à survivre dans un environnement plus froid. Il transmettra cette anomalie positive à toute sa descendance. Cette mutation se diffusera rapidement à toutes les générations d'après. Nous pouvons voir ici que dans un sens scientifique, c'était mieux après. L'évolution marque forcément quelque chose qui deviendra meilleur après. Ce qui arrive avant, l'échec devient ensuite, et la solution à ce qui deviendra meilleur après. Comme je l'ai dit en début, nous pouvons voir qu'il y a deux façons de traiter cette question. On peut y voir des choses meilleures. L'évolution de la civilisation de notre monde, l'humanisation, a détruit l'environnement. Aujourd'hui, la pollution que nous créons, avec nos conditions de vie qui s'améliorent, détruit le monde dans lequel nous vivons. Dans ce sens-là, alors oui, avant c'était mieux, mais paradoxalement, la société évolue et de nouveaux problèmes liés à cette même société apparaissent. Des phénomènes de société que nous pourrons appeler des problèmes. Nous en voyons aujourd'hui dans l'actualité. Par exemple, Internet, qui peut être en un sens meilleur après,
n'existait pas il y a 100 ans et donne la parole à des personnes qui n'ont pas forcément besoin. D'un point de vue philosophique, la liberté est un bel exemple, car en effet, avant la civilisation, avant que nous commencions à penser par nous-mêmes, l'homme était entièrement libre. Nous étions libres de faire ce que nous voulions, libres d'habiter là où on voulait. L'homme était très libre. Chateaubriand dira que les excès de liberté mènent au despotisme, car trop de liberté mène à l'anarchie, et l'anarchie mène au despotisme. Cela veut dire que si nous sommes trop libres, nous ne savons pas nous régler, la civilisation est arrivée, nous avons évolué. Cette évolution, c'est cette notion qui est très importante. C'est cette évolution qui montre que l'avant a fait fructifier l'après. Les lois que nous avons créées de par notre civilisation ont réduit cette liberté et ont permis aux hommes de régler certains de leurs différends et de leurs problèmes. Mais ces lois sont en un sens un autre souci. Encore une fois, l'actualité. L'avant est un découlement de l'après. L'après est indissociable de l'avant. À partir du commencement, du début, il y a eu un après et un avant, et ça n'a jamais fini en un sens. L'échec, que nous connaissons tous la phrase que les records sont faits pour être battus, il faut échouer pour mieux réussir, qu'on nous répète assez souvent. Ça montre encore une fois que l'échec que nous y arrive avant permet cette progression, permet de nous améliorer. Mais dans la question c'était mieux avant, il fallait aussi traiter le c'était mieux. Cette notion de meilleur, c'est très subjectif à chacun a sa notion. Par exemple, on peut prendre l'exemple des personnes qui sont nostalgiques de certaines années. On a vu tout à l'heure que certains parlaient de personnes qui étaient réactionnaires et qui préféraient ce qui s'était passé avant. Bien. Mais il ne faut pas confondre l'avant et le pendant. Certaines personnes ont tendance à dire que c'était mieux avant dans les plus proches, pour donner un exemple proche de notre ère, les années 80 ou quoi, les gens pensaient que c'était meilleur, mais les conditions de vie n'étaient pas meilleures, des débats ont été réalisés, des combats ont été menés, pour qu'aujourd'hui nous vivions de la meilleure façon possible. Et c'est de cet avant et de cet après que naissent l'amélioration. C'est vraiment cette notion de progrès et d'amélioration que j'ai envie que vous compreniez et que on arrive à montrer que la vérité, le meilleur, est subjectif à chacun de nous. Chacun verra l'avant et l'après mieux ou moins bien en fonction de comment il a été éduqué, de sa culture personnelle, de ce qu'il est. Il peut être nostalgique. Mais du moins, scientifiquement, comme nous avons pu le voir avec la théorie de Darwin, l'avant n'est pas meilleur que l'après. Mais avec les combats actuels, pouvons-nous dire que l'après est meilleur que l'avant? Merci Marie. Bien, merci pour la présentation. Alors, je n'ai pas compté le nombre de fois où les termes suivants étaient mentionnés, à savoir les termes avant et après. Et moi, je veux savoir où se situe le maintenant. Le présent, entre l'avant et l'après. Dans le sens où, Plus proche de l'avant, plus proche de l'après. pour moi, le présent, c'est ce qui découle de l'avant. En réalité, à l'instant où je vous parle, on peut parler de présent, et la question que vous venez de vous poser découle de la piètre prestation que je viens d'avoir, et montre dans un sens que le présent a une symbolisation d'après, mais il est révolu. Là, j'arrête de parler, c'est révolu. Il y a cette notion de flèche que tout le monde connaît, avec un avant, un présent, un après. Voilà comment je serai présent, entre l'avant et la fin. Juste après l'avant et juste avant la fin. Là, ça conduit à une question volontairement non sérieuse. Vous nous présentez l'avant, mais quid du calendrier de l'avant? Pardon? Donc vous nous parlez de l'avant, de l'après, mais vous ne dites rien du calendrier de l'avant. On parle bien de ce qui permet d'attendre le 24 décembre. Voilà, oui. Ouais. Donc, je dirais que le calendrier sert à compter le nombre de jours qu'il nous reste avant d'attendre un point précis. Donc, je dirais que j'ai pas parlé du calendrier de l'avant parce que je n'ai pas trouvé nécessaire d'en parler.
pour démontrer que l'avant et l'après sont deux choses indissociables et que l'une n'est pas meilleure que l'autre. Mutation, là, il y a quelque chose de plus pérenne. Alors, moi, j'ai une question. Alors, trop de liberté, c'est la liberté, trop d'école, c'est l'école, c'est la facilité aussi, trop de régulation, trop de loi, c'est la loi. Trop de mutation, c'est la mutation, c'est la question, et la consolidation qui permettrait d'avoir une société qui soit moins explosive. Alors, à la réponse de la mutation, je dirais que j'en ai aucune idée. Je n'ai que 17 ans, je ne peux pas connaître la prochaine mutation. Néanmoins, à la question, qu'est-ce qui permettrait à notre société de moins exploser, d'être meilleure? Et ça reviendrait à parler d'une fameuse question que l'homme est foncièrement mauvais. C'est ce que je pense sincèrement. L'homme est mauvais et Schopenhauer en parle très bien dans le cours de philosophie. Le souci est que l'homme est égoïste. La notion même du débat montre que l'homme a des parties et là nous sommes aujourd'hui 3 à débattre sur le terme de c'était mieux avant et chacun l'a fait avec sa façon de faire. Et si nous devions débattre, nous serions là à nous dire oui j'ai plus raison que toi, j'essaie d'instaurer ma façon de penser plus que la tienne parce que j'estime que j'ai raison. C'est une sorte d'égoïsme. Et que c'est cet égoïsme et cette façon de voir le monde que l'homme a, de vouloir conquérir, de vouloir montrer qu'il est plus fort, qui fait que notre société est malade et ne s'en sortira jamais parce que chacun pense avoir raison, chacun ne veut pas écouter l'autre et il y a un manque cruel de compréhension entre les parties. Et même que si je devais aller plus loin dans l'analyse, je dirais que certaines personnes, dans les hautes sphères de l'État, manquent cruellement d'objectivité sur ce qu'elles annoncent et sur ce qu'elles font. Et je pense que c'est cette objectivité qui manque cruellement à notre civilisation qui est l'humanité.